J'ai vu cette boule sur son nez et j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pas une intuition. Pas une impression vague de médecin expérimenté. Non. Quelque chose de concret, de visible, de totalement anormal que mes 15 ans de carrière n'avaient jamais croisé. La masse bougeait. Pas à cause de sa respiration. Pas à cause du flux sanguin normal sous la peau. Elle bougeait toute seule. Avec un rythme propre. Comme si quelque chose vivait là-dessous. Monsieur Leclerc était assis devant moi, sourire gêné aux lèvres, s'excusant presque d'avoir pris rendez-vous pour un truc aussi bête. « Docteur, je suis désolé de vous déranger avec ça, c'est probablement rien, mais ma femme insistait pour que je vienne. » Je ne l'écoutais plus. Ma main s'était figée à mi-chemin vers ma lampe d'examen. Mon cerveau tournait à toute vitesse, passant en revue chaque pathologie nasale que j'avais étudiée, chaque cas étrange que j'avais consulté. Rien ne correspondait. La boule faisait environ 2 cm de diamètre, légèrement rougeâtre, positionnée juste sur l'arête nasale droite. Aspect presque banal. Presque. Sauf que quand j'ai approché ma main pour palper la zone, j'ai senti un frémissement sous mes doigts. Pas un battement vasculaire. Un frémissement. Ondulant. Vivant. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlé. « Docteur ?» a demandé Monsieur Leclerc, son sourire s'effaçant lentement. « Il y a un problème ?» Ma bouche était sèche. J'ai avalé difficilement avant de répondre. « Monsieur Leclerc, je vais avoir besoin que vous restiez parfaitement immobile. Ne touchez pas votre nez. Ne bougez pas la tête. » Mon ton avait changé malgré moi. Plus sec. Plus urgent. J'ai vu la peur s'installer dans ses yeux. Je me suis levé, marchant vers la porte de mon cabinet avec des pas que j'espérais calmes. Je reviens dans 30 secondes. Ne bougez pas. J'ai ouvert la porte. J'ai fait 3 pas dans le couloir. Et là, seul, dos tourné à mon patient, j'ai fermé les yeux une seconde. Mon cœur battait trop fort. Parce que si ce que je venais de sentir était bien ce que je pensais. Non. Impossible. Ça n'arrive pas ici. Pas dans un cabinet de médecine générale à Lyon. Pas sur le nez d'un comptable de 42 ans qui s'excuse de me déranger. J'ai inspiré profondément. Puis j'ai appelé l'infirmière. « Sophie, j'ai besoin de toi. Maintenant. » Et apporte le kit de protocole d'isolement. Elle a froncé les sourcils. « Le kit d'isolement ? Pourquoi ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Fais-le. S'il te plaît. » Elle a compris à mon regard que ce n'était pas le moment de poser des questions. Quand je suis retournée dans le cabinet, Monsieur Leclerc n'avait pas bougé. Mais la boule, elle, avait changé. Plus gonflée. Plus rouge. Et je pouvais maintenant voir, distinctement, sous la peau tendue, un mouvement ondulatoire. Lent. Régulier. Comme une respiration. « Et toi, tu aurais touché cette masse ? Dis-le dans les commentaires parce que moi, j'ai failli refuser de m'en approcher à nouveau. » Sophie est entrée avec le kit sous le bras, son regard passant de moi à Monsieur Leclerc avec une inquiétude mal dissimulée. Je lui ai fait signe de fermer la porte. Doucement. Sans bruit. Comme si le moindre mouvement brusque pouvait réveiller quelque chose. Monsieur Leclerc nous observait, les mains crispées sur les accoudoirs du fauteuil d'examen. « Docteur Rousseau, qu'est-ce qui se passe exactement ?» Sa voix tremblait légèrement. Cet homme était venu me voir 3 fois cette année. Une fois pour une angine. Une fois pour renouveler son traitement contre l'hypertension. Une fois parce que sa fille de 7 ans avait dessiné sur son ordonnance et qu'il en avait besoin d'une nouvelle pour la pharmacie. Il m'avait montré le dessin en riant. Un bonhomme avec un stéthoscope géant. « C'est vous, docteur », avait-il dit fièrement. Je connaissais sa vie. Comptable dans une PME de textile. Marié depuis 12 ans. 2 enfants. Un pavillon en banlieue avec un crédit sur 20 ans. Des vacances à la mer chaque été. Une vie ordinaire. Stable. Prévisible. Et maintenant, il était assis là, avec quelque chose de vivant sous la peau de son nez, me regardant comme si j'allais lui dire que tout ça n'était qu'une mauvaise blague. « Monsieur Leclerc, » j'ai commencé d'une voix que j'espérais rassurante. « Quand avez-vous remarqué cette boule pour la première fois ?» Il a cligné des yeux, surpris par la question. « Il y a 2 semaines, je crois. Peut-être 3. Au début, c'était minuscule. Comme un bouton.
Je pensais que ça partirait tout seul. Douleur? Non. Juste, une sensation bizarre. Comme si quelque chose chatouillait de l'intérieur. Chatouillait. Mon estomac s'est contracté. Et avant l'apparition de la boule? Vous étiez où? Vous avez voyagé? Voyagé? Non, docteur. Juste le boulot et la maison. Ah, si. On est allé camper dans le Vercors il y a un mois. Avec les enfants. 3 jours en pleine nature. Le Vercors. Forêt. Humidité. Insectes. Sophie me regardait maintenant, comprenant où je voulais en venir. J'ai enfilé des gants. Lentement. Méthodiquement. Je vais devoir examiner la masse de plus près. Vous allez sentir une légère pression. Ne bougez pas, quoi qu'il arrive. Il a hoché la tête, les yeux écarquillés. J'ai approché mes doigts de son nez. La peau autour de la boule était chaude. Trop chaude. Presque fiévreuse. J'ai palpé doucement les contours. Et là, sous mes doigts gantés, j'ai senti quelque chose que je n'oublierai jamais. Un mouvement segmenté. Articulé. Comme des anneaux qui ondulaient les uns contre les autres. Mon sang s'est glacé. Sophie, j'ai murmuré sans quitter la masse des yeux. Appelle le docteur Marin. Urgence, parasitologie. Dis-lui que j'ai besoin de lui maintenant. Parasitologie? A répété Monsieur Leclerc, sa voix montant d'une octave. Vous voulez dire, il y a un parasite dans mon nez? J'ai retiré mes mains. J'ai reculé d'un pas. J'ai regardé cet homme, ce père de famille qui s'inquiétait de ses crédits et dessinait des bonhommes avec ses enfants, et j'ai réalisé que j'allais devoir lui dire quelque chose qu'aucun médecin ne veut jamais dire. Monsieur Leclerc, je ne peux pas encore confirmer ce que c'est. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un kyste. Ce n'est pas une inflammation. Et ce n'est définitivement pas un bouton. Il a porté instinctivement sa main vers son nez. Ne touchez pas. Ai-je crié plus fort que prévu? Ma voix a résonné dans le petit cabinet. Sophie a sursauté. Monsieur Leclerc a figé sa main à mi-chemin, les larmes montant dans ses yeux. J'ai quelque chose de vivant dans le visage, c'est ça? Le silence qui a suivi semblait peser des tonnes. Dehors, dans le couloir, j'entendais les pas pressés du docteur Marin qui arrivait. J'entendais le téléphone de la réception qui sonnait. J'entendais ma propre respiration, courte et saccadée. Et surtout, je voyais cette boule sur le nez de Monsieur Leclerc. Cette boule qui continuait à onduler. Lentement. Régulièrement. Comme si elle respirait. Le docteur Marin est entré dans mon cabinet comme une tornade silencieuse. 58 ans. 30 ans de carrière en parasitologie tropicale. Des mains qui avaient extrait des vers de Guinée de jambes gonflées au Sénégal, retiré des larves de botfly du cuir chevelu d'enfant au Brésil, traité des cas de miase que même les manuels médicaux n'osaient pas photographier. Il a regardé Monsieur Leclerc. Puis la boule. Et son visage s'est vidé de toute couleur. Mon Dieu, a-t-il murmuré. Pas intéressant. Pas voyons voir ça. Mon Dieu. J'ai senti mes mains devenir moites sous les gants. Marin, qu'est-ce que c'est? Il s'est approché lentement, sortant une loupe de sa poche avec des gestes d'une lenteur presque insupportable. Monsieur Leclerc tremblait maintenant. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai. Ma femme. Mes enfants. Je dois savoir si. Taisez-vous, a coupé Marin sans méchanceté, juste avec cette urgence froide des médecins qui savent qu'une vie est en jeu. Je dois me concentrer. Il a penché la tête, approchant la loupe à quelques centimètres de la peau tendue. 10 secondes. 20. 30. Le silence dans ce cabinet était si dense que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale. Puis Marin a reculé brusquement. Sa main tremblait. Rousseau, il faut appeler une ambulance. Maintenant. Pas dans 5 minutes. Maintenant. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Une ambulance? Pourquoi? C'est quoi? Il a enlevé ses lunettes, frotté ses yeux fatigués, et quand il m'a regardé, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui. De la peur. Pure. Brute. C'est une larve de Dermatobia hominis. Une mouche botfly. Mais ce n'est pas ça le problème. Alors c'est quoi le problème? Ai-je demandé, ma voix montant malgré moi. C'est qu'elle est positionnée directement au-dessus du cartilage nasal.
Et si je ne me trompe pas? Il s'est tu, se penchant à nouveau vers Monsieur Leclerc. Monsieur, ouvrez la bouche. Respirez par le nez. Monsieur Leclerc a obéi, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Marin a placé 2 doigts de chaque côté de son nez, palpant avec une précision chirurgicale. Et puis j'ai vu son visage se décomposer complètement. Elle a perforé, a-t-il murmuré. Elle a traversé le cartilage. Elle est dans la cavité nasale. Le monde s'est arrêté. Quoi? Ai-je soufflé? La larve a creusé un tunnel à travers le cartilage. Elle est partiellement à l'intérieur maintenant. Et si elle continue? Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Si elle continuait, elle pouvait atteindre les sinus. Le nerf optique. Le cerveau. Sophie s'est précipitée vers le téléphone, les mains tremblantes, composant le numéro du SAMU. Monsieur Leclerc s'est levé d'un bond, portant les mains à son visage. Non, 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 enlevez-la. Enlevez-moi cette chose maintenant. Ne touchez pas. Ai-je hurlé en le rattrapant par les épaules. Il se débattait, panique pure, les yeux révulsés. Elle est dans mon cerveau. Elle va entrer dans mon cerveau. Elle n'est pas encore dans votre cerveau, a dit Marin d'une voix dure, le saisissant par le menton pour le forcer à le regarder. Mais si vous touchez cette masse, si vous la comprimez, vous allez la pousser plus profondément. Vous comprenez? Vous allez la pousser vous-même vers votre cerveau. Ces mots ont eu l'effet d'une douche glacée. Monsieur Leclerc s'est figé, les bras retombant le long de son corps. Je vais mourir, a-t-il murmuré. Je vais mourir avec un insecte dans la tête. Vous n'allez pas mourir, ai-je dit fermement, même si ma propre voix tremblait. Nous allons vous transférer à l'hôpital. Ils ont une équipe ORL qui peut gérer ça. Gérer ça? A répété Marin en se tournant vers moi. Rousseau, tu comprends la complexité de ce cas? Cette larve a des épines. Des crochets. Elle s'accroche au tissu. Si on tire trop fort, elle se brise. Si elle se brise à l'intérieur. Il n'a pas terminé. Encore une fois. Parce que nous savions tout ce que ça signifiait. Infection massive. Nécrose. Septicémie. Sophie a raccroché le téléphone. L'ambulance arrive dans 7 minutes. 7 minutes. 420 secondes avec cette chose vivante qui continuait à se mouvoir, à creuser, à progresser millimètre par millimètre vers des zones où elle ne devait jamais arriver. Monsieur Leclerc s'est rassis lentement sur le fauteuil d'examen, le regard vide, fixant le mur devant lui. J'étais juste en camping avec mes enfants, a-t-il murmuré. On a dormi sous la tente. Emma voulait voir les étoiles. J'ai ouvert la toile pour qu'elle puisse regarder le ciel avant de s'endormir. Sa voix s'est brisée. C'est là que ça m'est arrivé, n'est-ce pas? Pendant que je regardais les étoiles avec ma fille. Je n'ai pas su quoi répondre. Marin s'est approché, posant une main sur son épaule. À l'hôpital, ils vont vous endormir. Vous ne sentirez rien. Et quand vous vous réveillerez, ce sera fini. Mais Monsieur Leclerc a secoué la tête. Non. Rien ne sera jamais fini. Je vais toujours savoir qu'il y avait quelque chose de vivant sous ma peau. Que j'ai dormi avec. Que j'ai embrassé mes enfants avec cette chose dans mon visage. Le silence est retombé. Lourd. Écrasant. Dehors, la sirène de l'ambulance a déchiré l'air. 7 minutes. Elles avaient semblé durer des heures. Sophie a ouvert la porte pour guider les ambulanciers. Marin a commencé à remplir la fiche de transfert d'urgence. Et moi, je suis resté là, debout à côté de Monsieur Leclerc, regardant cette boule sur son nez qui continuait à onduler. Lentement. Régulièrement. Vivante. Et j'ai pensé à tous ces patients qui viennent me voir pour des petits riens. Ces consultations que je traite parfois avec impatience entre 2 dossiers urgents. Ces gens qui s'excusent de me déranger. Monsieur Leclerc s'était excusé. Il avait dit que ce n'était probablement rien. Et maintenant, il partait en ambulance avec une larve dans le visage et la terreur dans les yeux. L'hôpital Édouard Herriot. Bloc opératoire numéro 3. J'ai insisté pour accompagner Monsieur Leclerc. Marin aussi. Nous n'avions aucune obligation d'être là, mais quelque chose nous retenait. Peut-être la culpabilité de l'avoir touché sans savoir. Peut-être la fascination morbide devant un cas qu'aucun de nous n'oublierait jamais.
Ou peut-être simplement parce que cet homme nous avait regardés comme si nous étions sa dernière chance de rester entier. Le docteur Lemoine, chef du service ORL, nous a accueillis avec un regard sévère. « Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Une larve de botfly? Ici. En France? Regardez vous-même, a répondu Marin en lui tendant les photos que nous avions prises. Lemoine a enfilé ses lunettes. Son expression est passée du scepticisme à l'incrédulité. Puis à quelque chose de plus sombre. « Bon sang !» a-t-il murmuré. « Elle a vraiment perforé le cartilage. C'est pour ça qu'on est là, ai-je dit. Il faut l'extraire avant qu'elle n'aille plus loin. » Lemoine a relevé la tête, me fixant avec une intensité qui m'a mis mal à l'aise. « Vous comprenez qu'on ne peut pas simplement tirer dessus comme on retire une écharde? Cette larve a des épines rétractiles. Si elle panique, elle s'enfonce. Si on la casse, on laisse des fragments qui vont nécroser les tissus. Alors qu'est-ce qu'on fait? A demandé Marin. Lemoine a soupiré longuement. On va essayer la technique de suffocation. On va couvrir l'orifice avec de la vaseline épaisse. La larve va manquer d'oxygène et remonter à la surface pour respirer. À ce moment-là, on l'attrape avec une pince. Et si elle ne remonte pas? Le silence qui a suivi a répondu à ma question. Chirurgie invasive. Risque de dommages nerveux. Cicatrice permanente. Ou pire. Monsieur Leclerc était déjà sous anesthésie locale quand nous sommes entrés dans le bloc. Allongé sur la table, les yeux grands ouverts, fixant le plafond avec cette expression que j'avais vue chez des soldats blessés dans les documentaires de guerre. Un regard absent. Résigné. Monsieur Leclerc, a commencé Lemoine en s'approchant, je vais être honnête avec vous. Cette procédure peut prendre du temps. Ça peut être inconfortable. Mais je vais faire tout mon possible pour que vous repartiez d'ici intact. Intact, a répété Monsieur Leclerc d'une voix monocorde. Vous voulez dire avec un trou dans le nez et des cauchemars pour le reste de ma vie. Personne n'a répondu. Parce qu'il avait probablement raison. Lemoine a commencé à appliquer la vaseline. Une couche épaisse. Hermétique. Recouvrant complètement la boule et la peau autour. Maintenant, on attend, a-t-il dit en reculant. 30 secondes. 1 minute. 2 minutes. Rien. La masse ne bougeait plus. Elle se rétracte, a murmuré Marin. Elle s'enfonce au lieu de remonter. Lemoine a serré les mâchoires. Bon. On passe au plan B. Il a retiré la vaseline d'un geste brusque, saisissant une seringue remplie d'un liquide transparent. Lidocaïne avec épinéphrine. On va injecter autour de la larve. Ça va l'irriter, la forcer à bouger. Et si elle bouge vers l'intérieur? Ai-je demandé. Alors on opère. Immédiatement. L'aiguille a pénétré la peau. Monsieur Leclerc a grimacé, les mains crispées sur les bords de la table. Lemoine a injecté lentement, créant un anneau de pression autour de la masse. 10 secondes. 20. Et puis, un mouvement. Viol. Brusque. La peau s'est soulevée comme si quelque chose essayait de s'en échapper. Elle remonte. A crié Lemoine en saisissant une pince chirurgicale. J'ai vu la pointe de la larve émerger. Blanche. Segmentée. Recouverte d'épines microscopiques qui accrochaient la lumière du cialytique. Lemoine a placé la pince avec une précision de chirurgien. 1 fois. 2 fois. À la 3e tentative, il a attrapé. Je l'ai. Ne bougez pas. Personne ne bouge. Le silence dans le bloc était si absolu que j'entendais ma propre respiration siffler entre mes dents. Lemoine a commencé à tirer. Millimètre par millimètre. La larve résistait, ses épines s'accrochant au tissu comme des hameçons inversés. Monsieur Leclerc gémissait, les larmes coulant sur ses tempes. Presque, a murmuré Lemoine, la sueur perlant sur son front. Et puis, dans un mouvement fluide et écœurant, elle est sortie. Entière. Vivante. Tordue entre les mâchoires de la pince, se contorsionnant avec une vigueur qui m'a donné la nausée. 3 centimètres de cauchemar blanc et grouillant. Lemoine l'a immédiatement plongée dans un bocal de formol. La larve a continué à se débattre pendant encore 15 secondes. Puis s'est figée. Morte. Monsieur Leclerc a éclaté en sanglots. Pas de soulagement.
Pas de joie. Juste une libération brutale de toute la tension accumulée. Le moine a nettoyé la plaie, appliqué des antiseptiques, posé des points de suture microscopiques. C'est fini, a-t-il dit doucement. C'est terminé. Mais monsieur Leclerc continuait à pleurer, les mains sur son visage, son corps secoué de spasmes incontrôlables. J'ai posé ma main sur son épaule. Vous avez été courageux. Il a secoué la tête. Je n'ai pas été courageux. J'ai juste survécu à quelque chose que je n'aurais jamais dû vivre. 3 semaines plus tard, monsieur Leclerc est revenu me voir pour le suivi. La cicatrice sur son nez était à peine visible. Une fine ligne rose qui s'estomperait avec le temps. Mais ses yeux avaient changé. Vous allez bien? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je dors mal. Je fais des cauchemars. Emma veut retourner camper cet été et je ne peux pas. Je ne peux plus. C'est normal. Ça va prendre du temps. Du temps, a-t-il répété avec un sourire amer. Docteur, vous savez ce qui me hante le plus? J'ai attendu. C'est que pendant 2 semaines, j'ai vécu normalement. J'ai ri avec mes enfants. J'ai embrassé ma femme. J'ai travaillé, mangé, dormi. Et tout ce temps, il y avait quelque chose de vivant sous ma peau. Qui grandissait. Qui creusait. Et je ne le savais pas. Il s'est tu, regardant par la fenêtre de mon cabinet. Combien d'autres choses vivent en nous sans qu'on le sache, docteur? Combien de bombes à retardement qui attendent juste le bon moment pour exploser? Je n'ai pas eu de réponse à lui donner. Parce qu'il avait raison. Nous marchons tous avec des secrets enfouis dans notre chair. Des choses que nous ne découvrirons peut-être jamais. Ou peut-être trop tard. Monsieur Leclerc s'est levé, m'a serré la main. Merci, docteur. Pour tout. Et il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir, cet homme ordinaire avec sa vie ordinaire et son traumatisme extraordinaire. Et j'ai pensé à tous ces patients qui passeront ma porte demain. Avec leurs petits riens. Leurs inquiétudes banales. Leurs excuses pour me déranger. Je ne les regarderai plus jamais de la même façon. Parce que parfois, un petit rien cache quelque chose de vivant. Qui attend? Qui grandit? Qui creuse? Et quand vous le découvrez enfin, il est déjà trop tard pour prétendre que ce n'était rien. Cette histoire t'a glacé le sang? Alors clique sur la playlist qui apparaît maintenant. Parce que si tu penses que c'était le cas le plus étrange que j'ai vu dans ma carrière, tu n'as encore rien vu. Il y a des vies là-dedans qui vont te hanter bien plus longtemps qu'une simple larve.